Si vous regardez ce qui se passe un mardi matin à 8 h quand il pleut à Lyon, je dis quand il pleut parce que ce jour-là, il y a beaucoup moins de vélos et de deux roues. Eh bien, ce mardi matin à 8 h, les trains sont pleins, les métros sont pleins, les bus sont pleins, les routes sont pleines, mais les voitures sont vides. Une personne par voiture. Et donc, s'il y a quelque chose qu'il faut optimiser, c'est l'usage de l'espace à l'intérieur de la voiture. Et c'est pour cela que la notion de covoiturage est aujourd'hui très à la mode. On parle de voitures, bien sûr, autonomes, mais ce qui compte, ce n'est pas l'autonomie, c'est le taux de remplissage du véhicule, c'est-à-dire le covoiturage. En fait, il ne s'agit pas d'apporter des éléments qui vont permettre d'augmenter l'offre. Il s'agit de voir comment on peut réduire à la fois les pics et réduire d'une manière plus générale la demande de mobilité. Pour voir comment on peut imaginer un nouveau mode de fonctionnement, de meilleure mobilité pour accéder à l'emploi. Le mot-clé à la mode, c'est Mobility as a Service, c'est-à-dire de ne plus considérer la mobilité comme un enjeu de grandes infrastructures où il faut bâtir, construire, projeter, mais où il faut fournir des services aux utilisateurs et des services qui soient bien sûr multimodaux. Et donc on voit apparaître aujourd'hui dans toutes les villes des systèmes de cartes multimodales qui permettent de louer une voiture, de prendre un vélo en libre-service, de prendre le bus ou le tramway. Et bien évidemment, ces services sont là pour faciliter la mobilité, avoir ce qu'on appelle une mobilité sans couture, seamless disent les Anglais, mais cette mobilité sans couture ne signifie pas offrir de la vitesse aux personnes. Ce qui me paraît important, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est la question du maillage de l'ensemble du dispositif. Imaginez par exemple que l'ensemble des gares ferroviaires ou routières du territoire soient des lieux sur lesquels je puisse rabattre mon automobile, soit des lieux qui soient desservis par des pistes cyclables, même dans les zones périurbaines ou rurales. Des lieux où, du coup, pourrait s'organiser de manière extrêmement différente l'offre alternative. Personne ne veut s'y attaquer, puisque finalement, la solution là, c'est la voiture. Et elle est tellement simple que pourquoi s'épuiser dans des solutions dont on ne voit pas encore le modèle économique ? Moi, je ne cesse de dire à ces nouveaux opérateurs, mais vous là, vous avez un marché solvable monstrueux qui appelle une très forte innovation. Pourquoi vous ne vous penchez pas là-dessus alors que vous battez pour quelques parts de marché à l'intérieur de la ville ? On imagine que tout l'espace environnant les centres-villes doivent servir en fait de point d'échange où la personne peut peut-être venir en voiture, laisser sa voiture, prendre un bus express ou covoiturer. Et ces échanges-là doivent se passer vraiment en périphérie, en large périphérie des métropoles. Donc des endroits où il y a des autoroutes, où il y a des aires d'autoroute, des aires de service et également des plateformes de péage. On a de la place, on peut imaginer demain des endroits où effectivement des personnes vont pouvoir se regrouper et organiser leur propre voyage. On a l'exemple sur l'échangeur de Chana, qui est au sud de Lyon, sur l'axe A7, qui joue très bien ce rôle. En fait, il n'existait pas il y a 2 ans, donc il n'y avait quasiment pas de covoiturage qui était observé. Et en 2 ans, des personnes se sont naturellement mis sur ce site-là et partagent un trajet commun parce qu'ils vont au même endroit ou parce que, voilà, puis petit à petit, ça crée aussi du lien social. Il y a aussi une réponse à la mobilité qui passe par, appelons ça de manière crue, de la démobilité. C'est-à-dire un évitement de mobilité quand on peut le faire sur, bien évidemment, tout ce qui va être le quotidien à distance. Depuis le début septembre, en fait, le ministère de la Santé rembourse des consultations à distance. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est assez nouveau. C'est un évitement des déplacements, d'autant que souvent ça va être des personnes âgées ou handicapées, etc. Donc on est là sur une résolution intelligente des mobilités. On voit bien que le e-commerce, en fait, est très inflationniste de nouvelles mobilités, puisque ces commandes, alors peut-être qu'elles vont éviter de se déplacer dans un grand magasin, mais elles ne vont pas éviter la livraison. Et aujourd'hui, c'est à Paris 15% du trafic, les livraisons, c'est 25% de l'espace-temps des congestions.
Et c'est en croissance beaucoup plus importante, la mobilité marchandise est en croissance beaucoup plus importante que la mobilité des personnes. Et donc, conservons à l'idée que traiter la congestion comme une solution peut être un problème, mais cette solution a une grosse limite, c'est qu'elle ne rapporte rien. Alors que si vous traitez des choses avec une tarification de la congestion, vous limitez la congestion et la pollution, mais surtout, comme on peut le voir à Stockholm, qui a réduit le trafic de 20% grâce à son péage, dans le même temps, vous obtenez des moyens financiers qui ont permis à Stockholm d'augmenter de 14% la fréquence des transports en commun. Et donc il faut aujourd'hui, avec des collectivités territoriales qui nous disent qu'elles manquent d'argent, il faut passer un palier supplémentaire et passer de la logique de la réglementation ou de la subvention au transport en commun. Les deux sont nécessaires. Il faut une nouvelle étape et cette étape s'appelle la tarification. On vient de le faire avec le stationnement. Il faudra dans les années à venir le faire pour la circulation. Par l'exploitation, on a la connaissance avec des boucles de comptage du volume de personnes qui passent en fonction des pointes horaires, en fonction du jour de la semaine, en fonction des week-ends. On peut presque arriver aussi à dissocier ce qui peut être un peu pendulaire et ce qui est de la gestion de trafic de transit. Donc toutes ces données-là peuvent amener un complément d'information ou peut-être des analyses différentes ou complémentaires sur l'usage de l'autoroute et comment les usagers qui vont travailler tous les matins utilisent cette infrastructure. Donc, la réflexion sur la maîtrise de la donnée, et la circulation de ces données, elle est essentielle. Et elle doit être sous la coupe de la régulation régalienne. Donc celle de la ville, celle des pouvoirs publics, etc. Donc voilà pour une partie d'une réponse à votre question sur ce que sont les nouveaux opérateurs urbains. Cette semaine, le Guardian fait état de ce qui se passe à Pontevedra. Pontevedra est une ville en Espagne de 60-90 000 habitants qui, depuis maintenant 20 ans, a éradiqué la voiture de sa partie centrale de la ville. Plus de voitures particulières. En revanche, il y a toute une série d'alternatives. Il y a une organisation de la mobilité qui permet de pallier à l'absence de la voiture. Et le résultat, c'est évidemment une chute drastique des pollutions, une chute énorme, voire une disparition de l'accidentologie, etc., etc. Et peut-être que quelque chose de plus intéressant, c'est que le maire ne cesse de se faire réélire sur ce schéma-là. Donc c'est pas inintéressant aussi d'avoir ça en tête. Le sujet de départ étant qu'est-ce qu'on met à la place du pétrole dans les réservoirs de nos voitures et de nos camions, il est clair que le véhicule électrique a une place importante, mais il n'a pas toute la place. Donc on a une palette de solutions d'approvisionnement qui permettent d'affirmer que pour les transports longue distance, que ce soit en voiture individuelle ou surtout les marchandises, on a la solution gaz. Donc à horizon 2050, à peu près 20 à 25% des kilomètres parcourus, tout confondu, personnes et marchandises, devraient se faire à l'électrique, notamment en ville, en périurbain, sur des petits parcours, etc. Et l'essentiel des transports longue distance, de personnes et de marchandises aussi, se ferait au gaz, vert, renouvelable.